Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre confiance et de votre fidélité. Nous nous retrouvons ce soir pour une édition spéciale des experts au féminin sur la thématique du retour au pays, entre pays rêvés et réalité au pluriel. Sur ce plateau, des jeunes femmes guadeloupéennes qui ont fait le pari de revenir en Guadeloupe, mais également par Skype, une invitée qui pourra également discuter des stratégies autour du retour au pays. Avec nous ce soir, Audrey Joachim, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, nous avons également Laura Volsi qui est à la tête de Dumbo Pâtisserie. Bonsoir, merci de nous accueillir. Très bien. Nous avons également l'auteur Nadège Saha qui est auteur de C'est décidé, je rentre en Guadeloupe. Merci de participer à ce plateau. Et également en plateau, Laurence Jacobi-Coali, membre de l'association Alévini. Bonsoir. Et donc je vous disais que par Skype, nous avons une invitée, Doris Noll-Nayak, fondatrice de Caïbe Expat. Bonsoir Doris. Bonsoir Axel, bonsoir à toutes. Merci de participer avec nous à cette édition spéciale consacrée au retour au pays des jeunes. Avant de commencer, mesdames, j'aimerais que chacune puisse se présenter. Audrey, on va commencer par vous. Oui, je suis Audrey Joachim. Alors, je suis consultante en marketing et développement commercial, mais mon champ de travail est à l'international. Donc, je travaille pour des sociétés, notamment pour une société américaine, administrativement basé aux États-Unis, mais notre champ d'exécution est le monde entier. Et voilà, j'ai eu une petite vie un peu partout dans le monde et me revoilà depuis un an en Guadeloupe. Très bien. En quoi consistent exactement vos activités? Quand on dit consultante internationale, effectivement, on pense à ces voyages, tout ça, mais que faites-vous exactement? Alors, consultante internationale, ce n'est pas mon titre officiel. Moi, je suis vraiment spécialiste en développement commercial et marketing. Mon job, en fait, ce que je fais, c'est juste consulter et aider des entreprises dans le développement commercial, mais sauf que je le fais pour des entreprises qui ne sont pas françaises. Ou alors des entreprises qui pourraient être intéressées par un marché international. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à ce job justement? Quel a été votre parcours? Alors, un peu mon histoire, c'est que voilà, j'ai étudié, je suis née en Guadeloupe, je suis partie à 18 ans, je suis restée 10 ans en France. Et puis à un moment, il était question, j'ai eu un ras-le-bol en fait de Paris, j'en avais marre, qu'est-ce que je fais? Et bon, j'ai toujours eu en fait, très franchement, j'ai voulu vivre mon rêve américain. Donc j'ai décidé que je me donne un an et je trouve un job aux États-Unis. Et en fait, voilà, j'ai fait appel à des agences franco-américaines. Finalement, j'ai eu un job et je suis partie en Californie. Voilà, c'est un peu l'histoire qui m'a permis de remettre en fait le bain. J'ai une formation en marketing et communication et j'ai juste pu en fait le mettre à profit dans un autre environnement. Et c'est comme ça que les choses ont commencé, on va dire. Cette passion pour les États-Unis, Laura Vilossi la partage avec vous aussi. Laura Vilossi, vous êtes la fondatrice et la gérante de Dumbo Bakery. Alors, c'est quoi cette histoire d'amour avec les États-Unis? Je pense, après c'est dans mon cas, j'ai été bercée dans la culture américaine en France, parce que je suis née en France. Le point sur lequel on peut s'appuyer, enfin sur lequel comment je pourrais dire? Enfin, la culture américaine, quand on est noir en France, nous berce un peu, c'est un point de repère, voilà. Et puis j'ai toujours eu ce rêve-là, les États-Unis, New York. Et à côté, j'ai toujours aussi la passion de manger des gâteaux. Donc du coup, je me suis dit, je vais allier les deux et ça donne Dumbo Bakery. Très bien, très bien. Et justement, Dumbo Bakery, donc c'est une pâtisserie américaine installée en Guadeloupe. C'est quoi son histoire? Alors Dumbo Bakery, le nom vient d'un des quartiers de Brooklyn à New York. Pour la petite histoire, en fait, j'étais manager sur Paris, sur plusieurs points de vente. Et à un moment, j'ai fait le tour aussi de mon poste. Et je me suis dit, pourquoi pas, moi, aller aux Antilles, parce que moi, c'est pas vraiment un retour, c'est partir au pays. Pour changer d'environnement et proposer autre chose. Donc du coup, je suis venue avec un gros projet que j'ai pas pu mettre en place à cause de la pandémie. Donc pour commencer, j'ai commencé à faire
tester mes recettes de pâtisserie chez moi et j'ai commencé à les proposer sur Instagram. J'ai vu que ça a pris et du coup j'ai créé l'entreprise. Donc on prend les commandes via les réseaux sociaux et on livre partout sur la Guadeloupe. Très intéressant. Nadège Sarah, vous êtes l'auteur, je vais montrer à la caméra, de ce livre, C'est décidé, je rentre en Guadeloupe, et surtout le sous-titre est très intéressant et rien ne l'empêchera. Très intéressant. Pourquoi ce livre ? Le livre est né vraiment d'un pari totalement osé grâce à mon frère, comme je le dis souvent. Et l'idée, c'était vraiment de tordre le cou aux idées reçues qui consistent à dire qu'on ne peut pas s'insérer en Guadeloupe. Et donc, j'avais envie de montrer que malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, il est facile quand même de s'insérer. Enfin, facile, façon de parler, on s'entend bien. Oui, parce que c'est tout ça facile, quand on lit cette histoire, est d'accord. Dans le livre. C'est ça. Mais c'est savoir justement se servir de ces difficultés pour malgré tout pouvoir avancer. Un peu comme quand on nous lance des pierres et qu'on se dit, au lieu de les prendre et d'avoir des dents cassées, d'avoir des yeux au beurre noir. L'idée, c'est de prendre ces pierres-là et de les construire vraiment comme des ponts et d'avancer véritablement. Donc, c'était vraiment tordre le cou aux idées reçues qui consistent à se dire que c'est pas possible. Je suis la preuve que c'est possible, avec effectivement des difficultés. Mais au-delà des difficultés, l'idée, c'est de pouvoir participer à la construction de son île et d'être aussi, justement, faire partie de cette force vive dont le pays a besoin. Après la sortie de cet ouvrage, quelle en a été la réception ? Wow, une très très belle réception, vraiment au-delà de mes espérances, c'est-à-dire que je m'étais fixé un but qui sorte le 21/01/21, ça a été fait, et un an après, je reste encore assez surprise par les sollicitations même que j'ai, même en France hexagonale, France Télévisions, France Inter, et je me dis, mais en fait, rien n'avait présagé au début qu'à travers un petit écrit d'une centaine de pages, que ça aurait pu avoir cet impact-là, et là où je suis encore plus satisfaite, c'est quand j'ai des posts sur Instagram ou autres de personnes qui prennent le livre au pied de la Tour Eiffel et qui me disent c'est bon, j'ai décidé de rentrer en Guadeloupe, ou des gens qui sont rentrés et qui me disent voilà, j'ai pris cette décision parce qu'il m'a semblé intéressant malgré tout de vouloir justement contribuer au retour des forces vives sur le territoire. Excellent. À vos côtés, nous avons Laurence Jacobi Coali, membre d'Alévini, une association qui œuvre justement à ce retour des forces vives au pays. Parlez-nous de cette association et de votre parcours également. Alors je vais commencer peut-être par mon parcours, ce qui m'a motivée à intégrer Alévini. Donc je suis Laurence Jacobi Coali, j'ai 27 ans, je suis partie en Hexagone à 17 ans. J'ai fait des classes préparatoires, une école de commerce, et à la fin de l'école de commerce, je me retrouvais pas forcément dans les débouchés. J'étais très intéressée par le développement durable. Et je me suis dit, en fait, il faut que le métier que j'ai ait du sens et un impact sur l'environnement. Donc j'ai refait un cursus dans une école d'ingénieur. Et j'ai été diplômée donc en juin 2020. Et là, en fait, c'était vraiment une évidence pour moi de retourner en Guadeloupe, puisque je ne me voyais pas agir pour les déchets, l'énergie, le climat dans une région de l'Hexagone. Pour moi, il fallait vraiment le faire pour mon territoire. Même, je travaille sur des problématiques de biodiversité. En fait, la biodiversité, je la connais. Elle me parle beaucoup plus. Donc, je suis revenue en août et j'ai eu beaucoup de chance, puisque 2 mois après, j'ai trouvé un travail en tant qu'ingénieur environnemental dans un bureau d'études. Et ensuite, 2 mois après ma prise de poste, j'ai été très très sollicitée par des partenaires, des clients qui en fait avaient un panel d'offres. J'ai notamment des offres en tête des offres dans l'urbanisme, l'habitat, le bâtiment, et en fait qui ne trouvaient personne. Et en fait, ils me contactaient, ils me disaient Laurence, tu es diplômée, tu es guadeloupéenne, tu connais pas des gens. Moi, j'ai énormément de mal à trouver. Ça fait 6 mois que l'offre est sur le marché. Il y a une candidature. Donc, j'ai commencé à jouer dans mon propre réseau. J'envoyais des messages sur WhatsApp à mes amis. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, mon réseau, il est trop limité. Moi, je connais pas 10 000 personnes qui ont fait des formations dans l'urbanisme. Donc, je veux toucher un réseau plus grand. Et donc c'est là que je me suis renseignée, j'ai trouvé Alévini Guadeloupe sur les réseaux, et j'ai vu en fait tout ce qu'ils faisaient, et donc j'ai intégré l'association en novembre 2021, donc ça fait peut-être 5 mois que j'y suis. Et effectivement, en fait, c'est une mission assez ambitieuse, puisque nous, ce qu'on veut, c'est faciliter le retour des forces vives qui le souhaitent sur le territoire. Et je ne sais pas si on en parle maintenant, mais on agit sur plusieurs plans. Notre rôle, c'est de diagnostiquer le besoin. Donc, est-ce que déjà il y a des candidats de retour au pays? Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas?
On a lancé une enquête en 2020 auprès de 1000 personnes pour savoir est-ce qu'il y avait une demande. Donc en fait, il y en a. Et le résultat? Il y en a une très très grande. On est contacté tous les jours par tous les réseaux sociaux, par mail, par des gens, des jeunes, mais aussi des gens qui ont construit leur vie dans l'Hexagone, qui ont passé plus de 20 ans là-bas, qui ont une famille, qui veulent revenir pour rentrer. En fait, c'est des fois même un besoin vital pour certaines personnes. Très bien, on va parler des motivations tout à l'heure, mais avant, on se tourne vers notre duplex Skype. Doris Nolnayak, vous êtes la fondatrice de Caribe Expat. Vous entendez ce que vient de nous dire Laurence Jacobi-Coali, ces sollicitations pour avoir des conseils, des trucs et astuces pour le retour au pays. Vous avez d'ailleurs lancé un guide avec Caribe Expat. Parlez-nous de cette plateforme. Alors, moi je suis Doris Nolnayak, donc je suis martiniquaise, j'ai créé caribexpat.com. Alors au début c'était un blog, c'était en 2013, à l'époque j'étais au chômage et en fait j'ai simplement créé le site parce que je voulais partir à l'étranger, j'avais des difficultés et j'ai commencé à retrouver des personnes qui étaient comme moi, qui étaient de Martinique ou même de Guadeloupe, qui elles avaient réussi à partir à l'étranger. Donc ça a commencé vraiment comme ça et je me suis dit autant pourquoi continuer à galérer, envoyer des candidatures en étant au chômage, autant développer aussi ça. Et voilà, ça m'a juste coûté 50 €. Au fur et à mesure, ça s'est vraiment développé et notamment j'ai pu bénéficier d'accompagnement d'ailleurs de Nadège Sahar, mais aussi d'Ivan Clio, aujourd'hui de Yasmine Camier, de Lady Potoni pour la rédaction des guides et David Bang pour la plateforme. Je profite pour les remercier au passage. Et c'est vrai que l'idée, c'est donc la plateforme va avoir 10 ans l'année prochaine et c'est la première plateforme qui est dédiée aux Antillais qui sont candidats à l'expatriation, donc partir à l'étranger, ou la repatriation. Et comment on se propose de leur fournir des infos pratiques sur le sujet, que ce soit la mobilité départ ou la mobilité retour, c'est déjà via la plateforme puisqu'elle est accessible gratuitement et on y trouve plus de 5200 membres originaires des Antilles ou de la Guyane dans 80 pays et plus de 200 villes. Et aussi, on y trouve aussi des partenaires qui accompagnent vraiment de façon concrète les candidats qui veulent partir ou rentrer, que ce soit via du coaching ou alors en vous trouvant un logement, en vous permettant de construire votre projet immobilier, même en suivant à distance, même si vous n'êtes pas encore rentré, et une série de services. Et puis on a justement une série de guides, notamment s'installer, vivre en Guadeloupe, s'installer, vivre en Martinique, et puis pour ceux qui veulent partir, partir à l'étranger et partir aussi en France hexagonale où on retrouve des ressources de structures, d'organismes, d'associations de référence. Et pour justement permettre d'avancer sur son projet, puisque moi-même, donc quand j'ai créé le site, c'était en 2013, la première version, et puis je suis rentrée en Martinique en 2014. J'ai aussi galéré. Finalement, j'ai choisi de repartir. Alors, je ne suis pas partie très loin, puisque je vis aujourd'hui à Sainte-Lucie depuis 2017, mais c'est vrai que je n'aurais pas forcément pensé à repartir si la proposition qu'on m'avait faite était encore en Europe ou alors en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, bien que ce soit des régions que j'ai déjà visitées, j'ai déjà vécu dans ma vie. Donc l'idée c'est un peu ça. Et puis bien sûr, tous les samedis, on est en direct live où on donne directement des informations pratiques avec des membres invités qui vivent dans les pays, dans les différentes destinations et qui favorisent l'échange avec toutes les personnes qui suivent la plateforme aujourd'hui. Alors justement aujourd'hui notre sujet c'est le retour au pays, donc cette repatriation dont vous nous parlez, donc avec plus de 5000 membres sur Caribe Expat. Quand vous voyez leur parcours ou que vous leur parlez, même à travers ces lives du samedi, quelles sont les motivations essentielles qui reviennent pour ce retour au pays ? Alors il y en a plusieurs. Souvent, moi j'ai noté qu'il n'y a pas véritablement de stratégie quand on pense au retour au pays. Souvent c'est le cas. Souvent ce sont des personnes aussi qui reviennent avant 35 ans. En majeure partie parce que souvent c'est plus facile de faire cette mobilité retour quand on n'a pas forcément d'attache ou alors on n'a pas encore d'enfant. Souvent c'est l'inverse, ce sont des personnes qui viennent d'avoir un enfant et qui se disent
disent tout simplement, j'ai envie que mon enfant grandisse dans les mêmes conditions de vie que moi. Et aussi, ce sont des enfants qui rencontrent peut-être des problèmes d'identité et des problèmes pour se fondre, on va dire, dans leur environnement, puisqu'on sait que même si nous sommes français, sauf que culturellement, on a beaucoup de différences, et puis même physiquement, ce qui fait que ces enfants-là, quand ils naissent dans un environnement qui ne leur est pas nécessairement familier, en tout cas c'est moins facile à vivre, en fait c'est plus facile, et ça va de soi pour les parents de choisir de rentrer tout simplement. Mesdames, sur le plateau, je regarde Nadège Saha. Quelles ont été les motivations pour votre retour au pays ? Alors au début, je n'avais pas forcément prévu de rentrer. J'étais en mission en République dominicaine. Et c'est vrai que malgré le fait que j'avais une opportunité professionnelle pour rester là-bas, j'ai tenté vraiment un pari complètement osé, encore une fois, en train de me dire, mais vu qu'on t'appelait l'ambassadrice de Guadeloupe en République dominicaine, forcément quand tu vas rentrer, il suffira d'un claquement de doigts et tu vas trouver une opportunité professionnelle. Et c'est dans cet état d'esprit-là que je suis partie. Mais bon, c'était un peu une grosse illusion de ma part de me dire ça, et un peu trop de confiance. Parce qu'après, voilà, rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. Mais la motivation première, c'était de me dire, bon, on tente, puisque de toute manière, ça s'est bien passé. Et finalement, voilà, le plan du départ n'était pas forcément le plan de l'arrivée. Très bien. Et de votre côté, Laura ? Moi, c'était vraiment le besoin de changer d'environnement. Comme elle a dit, selon moi, on n'est pas adapté pour une vie comme le vivent les Européens. Donc moi, j'avais besoin de changement, j'avais besoin d'être dans un environnement, voir plus de verre, d'être proche de mes parents aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis revenue. Et puis j'avais aussi fait le tour de mon poste. Et j'avais envie de revenir ici et participer aussi à la vie économique en Guadeloupe, créer des entreprises, répondre à des besoins, voilà. Donc Très c'est bien. pour ça. Très bien. Alors Audrey, avec cette évolution à l'international que vous avez, qu'est-ce qui vous donne envie de revenir en Guadeloupe et d'entreprendre en Guadeloupe ? Alors cette envie, elle s'est développée après mon retour. Quand je suis rentrée en break, en vacances. Et j'avais l'intention de repartir. Pour être vraiment très, très transparente, j'avais envie de rentrer auprès de ma famille pendant la pandémie. J'ai commencé ma pandémie, la première en Inde, et j'ai compris que c'était un peu difficile. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment de changer d'entreprise. En plus, j'étais là depuis 5 ans. Elle m'avait fait voyager, c'était la même qui était aux États-Unis et en Inde. Et je rentre en break. Et en fait, je voulais repartir. Et en vrai, j'ai pas pu retrouver le même lien. J'ai passé des entretiens avant de partir en Inde. J'ai fait ces entretiens et tout s'est arrêté quand j'ai mis mes pieds en Guadeloupe. C'est-à-dire j'avais plus de retour, j'avais plus d'appel. Alors là, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais ? Et je n'étais pas prête à laisser ma carrière à l'international. J'étais pas prête. Donc comment est-ce que je fais ? En étant ici. Donc j'ai commencé un peu à regarder les métiers dans la Caraïbe, qu'est-ce qui se faisait, et en fait je commençais à regarder les réseaux de Caraïbiens dans le monde. Je pense que honnêtement j'ai compris, et que ça c'est avec une expérience aux États-Unis, qu'il faut aller dans le communautaire. Donc je suis allée chercher ma communauté qui va pouvoir me donner un job. Très bien. Et voilà. C'est important que vous le disiez, parce qu'on a l'impression dans le système très franco-français dans lequel on évolue quand même en Guadeloupe, que parler de communauté, c'est un gros mot. C'est l'impression que vous avez, mesdames ? Non, moi je pense que c'est ce qui aide en fait. C'est être ensemble et s'entraider, s'élever ensemble, et c'est ce qui m'a en fait permis de rester. Donc sur LinkedIn, j'ai retrouvé, je suis rentrée dans des groupes sur LinkedIn, et là je trouve des offres. Et en plus, je découvre qu'il y a des offres où je peux travailler d'où je veux. Voilà. Et je me dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est-à-dire que je peux avoir un job à l'international, je peux rester en Guadeloupe. Ok, ça me déstresse un peu. Donc, et finalement, de fil en aiguille, j'ai cette opportunité pour ce lobby et cette agence média digitale qui s'appelle Allen Innovation, et qui travaille dans justement le lobbying pour tout ce qui est développement des îles. Et ils cherchaient au départ des ambassadeurs. Alors, je raconte vraiment l'histoire parce que je voulais juste rentrer. Je me dis, si je reste, qu'est-ce que je fais en fait, et comment est-ce que je valorise mon expérience à l'extérieur, et que j'arrive en fait, quelle est de la valeur ici en fait, comment je crée un lien.
Et donc je commençais à chercher une mission qui fait du sens. Et finalement, de fil en aiguille, je rencontre le CEO et puis finalement, il me propose un job de directrice commerciale. Au départ, je postulais pour être une ambassadrice volontaire et en discutant. Vous vous retrouvez avec un job. Voilà, je me retrouve avec un job sous un format où j'ai décidé en fait d'être en consulting, donc d'être en entrepreneuriat. Très bien. Mais lui, il cherchait quelqu'un qui ait du temps, comme un job à plein temps, sauf que je facture. Très bien. Et la société est basée aux États-Unis et tout le monde, on est tous dans un pays différent, entre le Venezuela, des gens au Venezuela, Chili, Portugal. Donc moi, ça m'allait très très bien. C'est ce miracle des nouvelles technologies. Ce que j'ai noté, mesdames, dans toutes vos interventions, c'est ce dénominateur commun de faire sens en fait. Et Nadège, ça, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans votre livre. Revenir au pays, malgré les opportunités que l'on a à l'étranger, et peut-être qui sont parfois beaucoup plus intéressantes financièrement et en termes de logistique et de valorisation, c'est un pari pour le sens de ce qu'on peut apporter. C'est ça, c'est totalement ça, hein. C'est totalement un pari, encore une fois osé, mais qui nous permet de donner du sens à ce qu'on a envie de faire, la contribution qu'on a envie d'apporter à l'île. Et c'est vrai qu'on n'est plus dans en tout cas moi je ne suis plus dans un domaine où je me dis je gagne de l'argent et que ça me permet de dépenser à tout va. J'ai envie de donner un sens à ce que je fais, et c'est vrai qu'au quotidien c'est ce qui m'anime, et c'est ce qui a animé aussi cette volonté de rentrer en Guadeloupe, de donner du sens à ce que je fais, d'apporter vraiment quelque chose en fait au territoire, peu importe comment je le fais, à travers des associations ou à travers un emploi salarié. C'était ça en fait la motivation première. Très bien. J'ai entendu également Doris Nolnayak qui nous disait que malgré ses volontés, les motivations, que ça manquait de stratégie. Doris, alors un retour au pays, ça se prépare avec un plan, comme un plan de guerre? Dans mon cas, en tout cas, moi j'ai vraiment cherché du travail à distance. À l'époque, j'étais dans l'Hexagone. D'ailleurs, le fait d'avoir lancé Caraïbes Expat, ça a aussi contribué à ça, parce que, pour l'anecdote, à l'époque, c'était en 2013-2014. À l'époque, donc, il y avait le Conseil régional de Martinique, qui est maintenant fusionné en CTM, Conseil collectivité territoriale, et ils avaient organisé ce qu'ils appelaient le Forum de la diaspora, qui avait justement rassemblé plusieurs Martiniquais qui évoluaient dans différents pays du monde et qui étaient en Martinique physiquement. Puis il y avait eu des échanges, une série de conférences, etc. Et en fait, dans ce forum, moi, j'y avais participé. J'étais la seule, en fait, à avoir déjà commencé à parler de ce sujet. Alors, bien sûr, moi, je ne l'appelais pas diaspora. Et en fait, j'ai simplement, avec vraiment beaucoup d'audace, m'a demandé, mais qui organise cet événement? Et puis, c'est de là que j'ai rencontré, alors à l'époque, c'était la direction du cabinet du président de la région de l'époque, qui est en fait le même de la collectivité territoriale aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai décroché mon contrat. Et c'est vrai qu'avant ça, j'avais passé plusieurs entretiens et il était hors de question pour moi que je rentre et que je sois encore au chômage. Et c'est vrai que j'ai eu aussi des entretiens où dans une fiche de poste, vous avez en fait 3 postes, mais vous êtes payé moins de 2 000 €. J'ai eu aussi des entretiens où on vous demande de tout faire, y compris travailler le week-end pour moins de 1 500 €. Et c'est vrai que malheureusement, quand on vit en France et qu'en plus parfois c'est pas des contrats, ça va être des contrats courts. Par exemple, moi je suis rentrée en Martinique entre 2014 et 2016, c'était une très belle expérience. Malheureusement, 2 ans, j'ai cumulé 6 CDD, 6 contrats courts en collectivité. Donc pour moi, c'est inimaginable. Et au final, ça a un peu contribué aussi au fait que je sois repartie, même si je voulais repartir à Sainte-Lucie, et que je garde un pied du coup chez moi, puisque mon entreprise aujourd'hui, je suis aussi consultante et immatriculée en Martinique, et j'ai des clients dans différentes régions, y compris la Martinique. Mais c'est vrai que pour moi, il y a vraiment une stratégie à mettre en place, parce que tout le monde ne peut pas rentrer et retourner chez ses parents. Parfois,
parfois vous avez des couples biculturels ou alors il y a une personne qui n'est pas originaire de l'île en question et ça devient tout de suite compliqué. J'ai aussi eu des témoignages de personnes qui étaient littéralement en dépression parce que voilà, c'est pas le même mode de vie, il y a des problèmes de génération aussi entre ce que vous voulez, votre génération, et ce que vos parents veulent pour vous. Et c'est pas méchant, et bien sûr, ils le veulent pour votre bien. Mais justement, l'idée, c'est pour ça qu'au fil de ces années, on a vu la nécessité de nouer des partenariats avec des professionnels dont c'est le métier, d'accompagner les personnes qui sont dans cette démarche de mobilité de retour. Alors, Laurence Jacobi-Coali à Lévigny, vous aidez celles et ceux qui veulent revenir au pays à développer une vraie stratégie. Concrètement, comment est-ce que cela se traduit ? Ça se traduit de différentes façons. Donc, comme je l'avais dit, notre premier rôle, c'est un rôle de diagnostic, mais le deuxième, c'est un rôle d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va répondre, en fait, au cas par cas, à toutes les demandes qu'on a sur nos réseaux sociaux et par mail. Donc, par exemple, pendant le mois de février, moi je gère le messenger de l'association, j'ai eu 60 demandes. Donc en fait, concrètement, ça va être, on vous propose un entretien téléphonique et une fois qu'on est en entretien, on va discuter de votre projet. Et c'est vrai que ce que Doris a dit aussi, ça a fait écho en moi parce que effectivement, on a aussi des gens qui sont partis sur une stratégie. Donc par exemple, j'ai fait le métier d'aide-soignant pendant 20 ans en Hexagone. Et bon, ça me dérangerait pas de refaire ça en Guadeloupe. Mais en fait, quand on creuse, ils ont une idée qu'ils ont toujours rêvé de faire. Et du coup, en fait, on va discuter avec eux et on va leur proposer peut-être de créer leur concept. On va leur donner confiance. Il y a tout un côté aussi, il y a beaucoup des fois de freins mentaux sur lesquels il faut travailler. Voilà, je vois que ça parle. Je vois que ça parle, c'est ça. Et à Lévigny, on a sorti un dispositif qui s'appelle le dispositif du coaching au retour au pays. Et en fait, on a négocié des tarifs solidaires avec 3 coachs qui sont spécialisés dans le retour au pays et qui vont vraiment travailler à en fait coacher les candidats et leur faire prendre confiance en eux et en leur projet. Je pense que c'est très très important parce que si on ne croit pas en soi, en fait, on va nulle part. Vous avez lancé ce projet sur Internet, je crois que c'est une plateforme. Exactement. Et voilà. Et le troisième volet, c'est vraiment des projets structurels et on a lancé la plateforme numérique du retour au pays. Donc, c'est une plateforme qui permet donc, pour les recruteurs de déposer leurs offres et pour les candidats de renseigner leur CV et de postuler à des offres. C'est une plateforme aussi sur laquelle on a souhaité regrouper toutes les aides de création d'entreprises dans différents secteurs. Donc il y en a une quinzaine ou une vingtaine qui sont disponibles sur notre site. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de rassembler toutes les clés et astuces pour que le candidat retour au pays ne soit pas perdu et il trouve en fait ce qui lui convient. Très bien. Ce fameux guichet unique dont Nadège, Sarah et moi, nous parlons depuis des mois, Nadège. Effectivement, c'est un dispositif que vous avez déjà vu, mais peut-être à un niveau plus institutionnalisé dans d'autres territoires. Exactement, et je pense que c'est important aussi. C'est vrai que souvent je trouve que sur cette question du retour au pays, c'est pas si simple, mais en même temps il faudrait qu'on réussisse véritablement à, au-delà donc de toutes les stratégies qui sont nécessaires à mettre en place, mais qu'on arrive à décloisonner en fait cette question en se disant que finalement quand on rentre ou quand on arrive ou parce qu'on n'a pas forcément vécu là, qu'on arrête en fait de se dire que c'est quelque chose d'hyper compliqué et que voilà, il faut qu'on aille vers telle ou telle chose. Les choses ne sont peut-être pas forcément simples quand on s'installe et c'est vrai qu'il faut peut-être aussi les encadrer à travers donc, du coaching et tout un tas d'autres dispositifs qui existent. Mais voilà, qu'on dépasse tous ces éléments pour véritablement... On est chez soi au final. Ouais. On est chez soi. J'ai l'impression qu'on l'oublie finalement. Mais quand oui, on retourne. on a l'impression de rentrer quelque part qu'on ne connaît pas, un terrain un peu miné et tout, de faire vraiment attention. Mais on oublie une chose simplement, c'est qu'on est issu du territoire, qu'on est chez soi. Et que d'autres personnes qui n'ont pas forcément d'attache particulière avec le territoire, sans mettre aucune stratégie en place, réussissent. Elles ont une envie, elles ont une passion. Elles y arrivent en un claquement de doigts à mettre en place en fait tout un tas de projets auxquels parfois on peut même adhérer. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à cet état d'esprit-là, qui consiste à se retirer en fait ces espèces de barrières mentales et pensées limitantes qui nous font trop nous dire que quand on rentre chez nous, que ça va être compliqué, qu'on va être confronté à telle ou telle chose, et qu'on y aille vraiment sereinement, parce que ce sont ces pensées limitantes-là qui ne nous permettent pas d'aller jusqu'au bout de nos projets. Ouais. Et c'est vrai que tout à l'heure, tout le monde avait acquiescé quand on parlait
d'estime de soi. Laura, c'est quelque chose que vous avez pu vivre aussi? Bon, après moi c'est vraiment un choix que j'ai fait. J'avais l'habitude de faire les allers-retours ici. Mais c'est vrai, ce que dit Nadège, c'est vrai. Quelquefois, on a plus de difficultés, enfin, on a plus de facilité à aller à l'étranger, aller à New York, aux États-Unis. On s'adapte beaucoup plus vite que. Enfin, c'est vraiment les barrières mentales. Ouais. Vous êtes d'accord également? Oui, alors moi je vais pas mentir, ça fait 1 an et j'ai eu des moments où je me suis demandé à quel moment je vais totalement me réadapter. Mais par contre, je pense qu'effectivement il y a un point, il y a 2 choses. Il y a effectivement le marché du travail, mais il y a aussi l'état d'esprit et bien resté sur son plan en fait. C'est-à-dire ça c'est partout dans la vie, donc comment est-ce que si on a envie de rentrer, la question c'est comment j'y arriverai. Voilà, et on a tendance peut-être à se dire, parce qu'on est sur un territoire insulaire, qu'il y a moins de place, il y a moins d'opportunités. Bon voilà, c'est plutôt changer la narration et dire comment je crée mon opportunité. Donc je suis d'accord sur en fait l'état d'esprit et à un moment en fait moi le déclic ça a été comment est-ce que je crée mon monde en fait ici, voilà, quelle est ma vision et comment je crée mon monde. Alors il faudrait qu'on fasse tout le monde regarder la méthode Williams à ce moment-là. le film avec Will Smith qui parle justement de la façon dont le père de Serena et Venus Williams a écrit ce plan de réussite pour ses filles, et c'est peut-être ce qui nous manque ici. C'est ça. Croire en soi et se dire qu'on est finalement les architectes de notre propre vie. Peu importe que le plan de départ ne soit pas celui qu'on a à l'arrivée, mais on est chez nous et rien et personne ne doit justement empêcher cela. C'est sûr qu'on doit être confronté à... C'est partout pareil, c'est-à-dire qu'on va partir à l'étranger, on aura du mal à s'adapter, soit par la langue, soit avec les interactions qu'on aura avec les autres. Ici c'est pareil, on a souvent tendance à se dire que le pays est petit et tout, mais on a quand même une chance en étant en Guadeloupe de pouvoir voyager à travers le monde tout en restant chez soi. Même en restant chez soi, on peut faire du télétravail et travailler avec l'international. Donc c'est à nous de construire véritablement les conditions idéales qu'on a envie de mettre en place, au-delà de toute considération où voilà, on est confronté à des collègues un peu chiants, des boss, des directeurs un peu ci ou ça, de se dire qu'on a cette capacité à créer sa propre vie avec ses propres conditions en faisant fi de toute cette négativité ambiante qui peut parfois malheureusement plomber vraiment notre envie de rester sur le territoire. Doris Nolnayak, c'est une façon de voir les choses que vous voyez peut-être dans la Caraïbe anglophone où les gens sont beaucoup plus axés sur le développement personnel, l'assertivité, l'affirmation de soi. C'est une autre culture entre le monde français et le monde anglophone. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance d'intégrer l'OECS en 2017, où j'y travaille toujours, à côté de mes activités sur Caraïbes Expat, bien sûr. Et c'est vrai que, étant donné que ce sont des îles indépendantes et encore plus petites, je veux dire, à Sainte-Lucie, par exemple, on est un peu plus de 170 000 habitants, donc c'est 2 fois moins qu'en Guadeloupe, même plus que 2 fois moins. Et ils ont aussi cette problématique de, une population qui part à l'étranger, souvent au Canada, aux États-Unis, ou au Royaume-Uni, qui ne va pas forcément penser à rentrer, mais ils ont aussi, alors on disait que c'est important d'être sûr de soi, d'avoir de l'estime de soi, mais c'est aussi important, et je crois que c'est fondamental, d'avoir un soutien institutionnel et une vision. Et dans certains de ces pays, ils ont carrément... au niveau du gouvernement, un ministère qui est chargé de cette diaspora, et pas uniquement de peut-être favoriser des retours, mais aussi d'articuler un certain nombre de choses pour les personnes qui veulent simplement investir ou qui ont encore des parents, de la famille sur place, et d'en fait de savoir comment finalement on peut utiliser ces réseaux plutôt que d'avoir un discours qui parfois peut un peu stigmatiser, surtout quand malheureusement on a choisi un secteur d'activité pour lequel il n'y a pas de débouché dans l'île en question. Par exemple, ça peut être tous ceux qui travaillent dans l'industrie pétrolière ou autre, ou l'aérospatiale, il ne faut pas rêver, c'est compliqué à part se reconvertir, créer sa boîte. Mais c'est vrai qu'eux, au niveau institutionnel, ils ont déjà cette avancée-là. Et je pense que
c'est assez inspirant parce que pour nos institutions, il y a pas mal de choses à faire en termes de plateformes digitales, de dispositifs. Je me souviens que par exemple, à l'époque, en 2014, quand j'étais encore en Martinique, il y avait eu un appel à projet Migration Retour. On avait mobilisé 2 millions d'euros pour les personnes qui étaient à l'étranger, qui venaient, qui rentraient, qui vraiment créaient leur activité. Bon, il y a plusieurs dispositifs. À un moment, il y avait aussi Guadeloupéens du Monde dans un programme électoral en Guadeloupe qui, le candidat en question n'a pas remporté les élections. C'était à l'époque de du premier mandat d'Harry Chalus. Et puis il y avait aussi Antillais de Retour au Pays, qui était une association créée dans cette même période-là. Aujourd'hui, plus récemment, il y a les associations à Lévis-Guadeloupe en Martinique et à Lévis et Martinique, pardon. Il y a aussi Jeunesse Outre-mer qui est active sur le sujet. Il y a le livre de Nadège, mais il y a beaucoup à faire, à mon avis, au niveau des institutions, puisque si on dit qu'on perd 10 000 habitants en 10 ans, 20 000 habitants en 10 ans, donc ce qui revient à peu près à 2 000 habitants par an, je ne suis pas sûre que ce soit le rôle des associations et des personnes qui ont un sens patriote. Bien évidemment, elles y contribuent, mais je ne crois pas que ce soit suffisant. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi définir des priorités. Pendant que vous parliez, Nadège Saha était en train de dire exactement. Oui, alors, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. C'est des initiatives comme à Lévigny, mais Nadège Saha, il faut de vraies politiques publiques. Mais complètement. Et d'ailleurs, Doris faisait allusion à cette stratégie qui existe dans certains territoires. Et moi, je prends souvent l'exemple aussi de ce qui est fait en Jamaïque avec un plan de vision à horizon 2030. Et c'est vraiment ça qui nous manque. Un plan qui nous permet de projeter, en tout cas au-delà d'un mandat électoral, de projeter en fait une politique jeunesse, une politique en fait pour le territoire dans différents domaines, et de permettre de se dire que voilà ce qu'on a envie au-delà donc du mandat de X ou Y. Comme ça, les initiatives ne vont pas se multiplier et à chaque fois on va avoir des coups de subvention et qui vont arriver et certains feront ce qu'ils veulent avec l'argent. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un plan, parce qu'on est d'accord, les associations, elles peuvent pas sur une thématique comme le retour au pays se substituer au pouvoir elles ne public. peuvent pas. Non. Et c'est vrai que quand on a le pouvoir public même qui dit souvent oui, voilà, la Guadeloupe ne pourra pas donner du travail à tout un chacun. Je pense qu'il faut aussi arrêter avec ce genre de discours et partir sur justement qu'est-ce qu'on a envie, vers quel horizon on a envie, où on a envie d'aller. Ces jeunes qui sont sur le territoire, qui ont du mal à trouver du travail, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ces jeunes qui ont envie de rentrer sur le territoire, qu'on a incité à partir, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Quel dispositif on met en place? À quel horizon? Et leur permettre de rentrer véritablement dans une politique publique durable et au-delà, encore une fois, d'une période électorale. Parce que souvent, on va se rendre compte que certaines actions ne naissent justement qu'avant une grosse échéance. Après, voilà, quand le candidat qui s'est emparé de cette thématique-là a été élu ou que voilà, tout s'est bien passé pour lui, on n'entend plus forcément parler de ça. Il suffit d'un autre tour électoral pour qu'on puisse retourner sur ça. C'est qu'on aille donc aller au-delà en fait de ces périodes stratégiques et de vraiment se demander mais qu'est-ce qu'on a envie pour cette jeunesse qui a envie de rentrer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette jeunesse pour ne pas forcément l'inciter à partir? Puisqu'après on se rend bien compte, on n'en parle pas souvent, mais de nombreux jeunes qui partent, qui n'ont jamais connu par exemple la vie dans l'Hexagone, on ne parle pas forcément du nombre de personnes qui dépriment et qui sont dans des situations incroyables et qui quand elles sont là-bas, n'ont pas forcément envie de retourner parce qu'il y a cette espèce de honte qui s'installe. Les parents vont leur dire mais Timoun, mais non, arrêtez, il ne faut pas revenir là parce que sinon, m'en faire un qui dit ou qu'on ça, qui bitin, enfin voilà, on va se retrouver dans et puis surtout, il n'y a rien qui t'attend ici. C'est ça, voilà. Ouais. Alors que peut-être que cette personne qui est partie et qui déprime, peut-être, et d'ailleurs ça m'est arrivé de rencontrer une maman qui m'a demandé lors d'une des séances de dédicace de lui faire en fait d'écrire un mot à son fils qui est en train de déprimer là-bas et qui a peur de rentrer, et à travers le livre elle voulait lui montrer qu'il a la capacité de rentrer, et c'est là où on se rend compte en fait qu'une petite initiative comme ça peut vraiment avoir un impact qu'on n'imagine pas. Et c'est vrai qu'il faut aller au-delà de ça, permettre à ces personnes vraiment de rentrer, d'oublier cette histoire de honte et tout. Rentrer, c'est pas un échec. Revenir en Guadeloupe, c'est pas un échec, bien au contraire. Quand on a envie d'apporter sa pierre à l'édifice, quand on a envie de contribuer à l'économie de son territoire,
quand on est créatif, quand on est inventif, quand on a des idées, je pense que ça doit être valorisé. Ouais. Ça doit être valorisé et les parents doivent aussi déconstruire ce genre de discours qui consiste à dire à leur enfant il n'y a rien à faire ici. Bien au contraire, il y a plein de choses, il y a tout à faire, exactement. Et on a cet avantage d'être sur une île qui justement, on peut créer des concepts totalement innovants qui existent peut-être ailleurs, mais le fait que ça va être déployé en Guadeloupe, on aura vraiment de l'innovation sur le territoire et qui va contribuer justement à cette économie. Et c'est ce dont on a véritablement besoin. Et il y a aussi cette idée, Audrey, que vous nous disiez, qu'à partir de la Guadeloupe, finalement, il ne faut pas oublier qu'on est déjà à l'international, par le point géostratégique où on est. On a la Caraïbe à côté, on peut également, je pense que ce qui est important aussi d'avoir, c'est qu'il y a différents scénarios possibles. Exactement. Donc voilà, ne pas se restreindre en tant qu'individu, il y a plusieurs scénarios. Et je reviens un peu sur un peu tout ce qui est politique. Mais je dirais dans l'état d'esprit, je me dis à un moment dans ma vie, je me suis posé la question de quoi la Guadeloupe a besoin. À dire si je veux me former, par exemple, je pars, mais qu'est-ce qui va être nécessaire pour mon territoire? Et qu'est-ce qui va me permettre en fait de revenir? Et est-ce que en fait dans toute cette histoire de revenir au pays, est-ce qu'il y a déjà comment est-ce que nous on se forme sur quoi on va se former pour quand on revient apporter quelque chose? Parce qu'on va aller, et moi comme d'habitude à 18 ans j'ai fait une prépa, je suis allée en école de commerce. Parce qu'on voulait faire plaisir. Voilà, parce qu'on voulait faire le prestige ou je dirais même l'habitude en fait. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Je veux dire en amont même, de quoi a-t-on besoin pour la Guadeloupe? C'est la vision en fait. Voilà, c'est la vision. Il faut redéfinir la vision, quitte à faire des fois des campagnes de communication en disant pour tel secteur nous avons besoin de tel métier, etc. Mais on ne l'a pas. Ouais. Et c'est ce que Laurence disait quand vous avez vos collègues, votre réseau qui vous sollicitent, on vous dit qu'il manque, on a une offre qui est sortie, il n'y a personne du territoire qui répond. Donc là, il y a quelque chose à faire en termes aussi de communication et de véritable diagnostic du territoire. Bien sûr. En fait, je suis totalement d'accord avec Doris aussi sur l'institutionnalisation du retour au pays. C'est vrai que c'est pas nous de faire ça, mais voilà, il y a aussi un pouvoir politique qui doit se mettre en place pour revenir à la formation. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est rassembler les professionnels et leur demander de calculer leurs besoins en recrutement à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Si on a cette vision-là, mais on peut créer des formations. La fameuse GEPC. Exactement. Adapter justement ces formations-là aux besoins du territoire. Exactement. Que ce soit à l'université ou dans d'autres types de formations, de manière à arrêter de créer des diplômes un peu, je ne dirais pas en carton, mais c'est un petit peu ça la plupart du temps, puisque souvent le jeune qui s'inscrit dans différentes filières, il a du mal à se projeter. Donc il va partir, il va aller faire quelque chose et finalement en ayant le diplôme qu'il a eu, par exemple, s'il a appris à je sais pas moi, réparer des trains en France hexagonale, il pourra jamais venir, à part peut-être se dire qu'il va travailler à Beauport et réparer le train de Beauport sur le petit train, mais il fera vite le tour en fait. Et c'est là où ça manque, cette vision à long terme qui permet de se projeter en tant que jeune. Quand on fait des salons de l'orientation, quand on fait des manifestations sur l'orientation, sur la formation, sur les métiers, il faut que ces métiers-là puissent répondre véritablement à ce dont on a besoin sur le territoire et pas partir dans des choses où on sait que les jeunes n'y ont jamais se projeter. Il m'arrive parfois de faire des interventions dans les lycées et je suis toujours peinée d'entendre des jeunes me dire « Ouais, mais voilà, il n'y a rien à faire en Guadeloupe. Moi, » et puis même les enseignants ne donnent pas forcément envie. Et je trouve ça dommage d'en arriver là, même si je peux concevoir qu'un jeune ait envie de partir, puisque moi-même aussi je suis partie, mais qu'à cet âge-là, en fait, il a une idée déjà tellement négative sur le territoire et qu'il est difficile de déconstruire cette idée-là. Je trouve ça triste, en fait. Mais je pense aussi que autant il y a cette partie-là, il y a aussi la partie patriotisme. Et on a un petit peu, on est un peu, on va dire, perdu. C'est-à-dire qu'on est à la fois français, mais en même temps on a notre culture. On sait pas trop, et on a beaucoup le modèle européen qui nous entoure au quotidien. Donc du coup, on est un peu paumé et on pense pas à la Guadeloupe comme, c'est à nous, on doit
doit la développer, on doit se battre pour, etc. Et ça joue aussi. Il faudrait donc que le fameux La Guadeloupe c'est en nous devienne pour de vrai plus qu'un slogan. Qu'on se l'approprie véritablement. Qu'on se l'approprie exactement. Qu'on se l'approprie véritablement dans notre façon de consommer, dans notre façon de voir les choses. Pour donner un petit exemple tout simple, au début dans ma stratégie de distribution de mon livre, ce que j'avais envie de faire, c'était forcer entre guillemets les gens à aller dans un endroit pour acheter le livre. Et en fait, cet endroit-là, c'était la librairie générale. Parce que pour moi, il fallait montrer aussi les initiatives. Quand les jeunes rentrent, regardez ce qu'ils peuvent faire, en tout cas à partir de pas grand-chose, se dire qu'un lieu comme ça, ils peuvent le déployer. Et dans les mises en valeur aussi de ce que j'ai eu l'occasion de faire sur les réseaux sociaux, même si je suis très mauvaise sur les réseaux sociaux, l'idée c'était de faire ça aussi, valoriser ce qui existe en Guadeloupe, donner aussi pas la force, mais montrer en fait ce que font certains entrepreneurs en Guadeloupe, montrer qu'on a des talents, qu'il faut pouvoir les valoriser parce que voilà, ce sont des talents locaux et que si nous on ne le fait pas, personne d'autre le fera à notre place. Donc c'est commencer aussi par là, à se valoriser entre nous, à montrer les initiatives qui sont super intéressantes à mettre en avant et justement de créer en fait cette espèce de mini réseau, parce qu'on a souvent tendance à se dire qu'entre Caribéens, Antillais, on n'arrive pas à travailler ensemble, mais il faut aussi parfois déconstruire aussi ce genre d'idées et commencer par soi-même. Très bien. Alors c'est vrai que lorsqu'on a préparé cette émission, je vous avais dit qu'on allait parler du déclassement, du choc des générations, etc. Mais je me suis rendu compte que vous arrivez directement et même naturellement à parler de solutions et à dépasser toutes ces problématiques. Et c'est là où je me dis que notre génération, c'est cette fameuse génération Y, qu'on a tellement stigmatisée en nous disant voilà, mais vous n'avez pas les codes du pays, etc. Exactement. Que si on nous faisait un petit peu plus confiance et qu'on n'était pas juste des arguments électoraux, qu'on pourrait véritablement aider à créer ce territoire de demain. Doris Nolnayac, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez également depuis Sainte-Lucie, où vous êtes installée? Justement, pour revenir justement sur le fait qu'on doit créer les territoires de demain, en fait, il y a pas mal de choses en termes de process que les collectivités savent faire, elles le font très bien. En fait, il suffit déjà d'évaluer les problématiques, donc vous avez tout un tas d'outils pour ça, vous avez l'INSEE et puis d'autres organismes. Vous pouvez aussi mobiliser en créant des groupes de travail, donc vous ralliez tous les socioprofessionnels, les associations, le public, le privé. Une fois que vous avez votre vision, vous pouvez la concrétiser, vous montez votre stratégie et surtout vous vous attachez à définir un budget réaliste et puis une fois que c'est mis en œuvre, vous vous attachez aussi à évaluer ce que vous avez fait. Par exemple, j'ai mentionné un appel à projet, il y a eu 2 millions d'euros qui étaient mobilisés. Moi, je crois qu'à la base, il devait y avoir 60 lauréats, mais je crois qu'il y en a eu vraiment, vraiment très, très peu finalement qui ont créé leur entreprise, qui sont rentrés, etc. En tout cas, c'était pour la Martinique. Les autres initiatives que j'ai mentionnées pour la Guadeloupe, on n'entend plus parler. Et effectivement, malheureusement, ce sont des choses qui se mesurent au-delà des mandats électoraux. Donc, parce que voilà, c'est une vision pour un territoire. Donc, ça peut pas juste être, ça doit vraiment dépasser la contrainte du mandat. Et puis simplement proposer simplement des CDI aux gens, parce que malheureusement, on est en France et quand on ne décroche pas en CDI, on ne peut pas louer un appartement, c'est difficile, on ne peut pas faire d'emprunt. Et quand vous êtes toujours chez vos parents, vous n'êtes pas indépendant, ça retarde aussi forcément le moment où vous allez créer un foyer, avoir des enfants. Et ça aussi, ça contribue au fait que voilà, cette spirale qui est un peu négative, et puis favoriser l'entrepreneuriat, l'investissement, parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans les guides qu'on a sortis, moi, en les rédigeant avec Lady Potoni, justement, qui est guadeloupéenne, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'aide pour la création d'entreprises, beaucoup plus d'aide pour créer son entreprise que pour se positionner en tant que salarié. Alors bien sûr, sur caribexpat.com, on a des recruteurs qui postent gratuitement leurs offres d'emploi, que ce soit pour partir au Canada ou pour rentrer. On a des postes en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, un peu partout. Mais c'est vrai qu'en créant votre entreprise, vous pouvez vraiment bénéficier d'aide financière si c'est ça qui vous manque. Et puis on parlait de la Caraïbe. Et moi, je crois que c'est important aussi que dès le plus jeune âge, on soit plus sensibilisé à notre environnement, parce que mine de rien, le fait de goûter un peu à la France hexagonale, l'Europe,
vous vous habituez à un certain nombre de choses et je pense que vous ne pouvez pas vous habituer à ce que vous ne connaissez pas. Donc en allant dans la Caraïbe, en favorisant tout bêtement les échanges étudiants, le fait de faire des stages, peut-être harmoniser aussi les cursus et les diplômes, parce qu'aujourd'hui, même si on va faire se former à l'Université des West Indies, il n'est pas dit qu'en rentrant en Guadeloupe, on vous embauche parce que les gens ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que vous avez étudié. Et pareil, même si vous voulez aller dans la Caraïbe et faire cet effort, je ne sais pas, vous prenez une organisation à Barbade, entre un candidat qui est barbadien ou caribéen anglophone et un Guadeloupéen, ben en fait, la personne ne sait pas ce que vous avez fait. Vous êtes guadeloupéen, vous avez fait un parcours à la française. Elle va peut-être moins vouloir vous donner votre chance par méconnaissance. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'il y en a qui réussissent à faire des échanges avec la Caraïbe. Je pense que ceux qui le font très très bien, c'est notamment tout ce qui est transport aérien, maritime. Il y a aussi le commerce illicite. C'est pas le meilleur exemple, mais ils y arrivent. Ça fait des années que ça dure et apparemment, il n'y a pas d'histoire de barrière de la langue ou quoi que ce soit. Et puis après, il y a tout ce qui est au niveau politique. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire et qu'on peut, oui, être en Guadeloupe, mais travailler avec notre environnement. Et en plus de ça, les personnes sont vraiment friandes de nos compétences et même de vouloir venir tout simplement profiter un peu de ce que la Guadeloupe a à offrir et voir le marché tel qu'il est aujourd'hui. Alors après, il y a des problèmes logistiques de transport, mais ça, c'est de la structuration, encore une fois, c'est politique. Mais ne pas penser, voilà, on est moins de 400 000, mais penser, nous sommes dans un bassin avec des services qu'on ne trouve pas dans les autres îles et que nous pourrions proposer. Et à ce moment-là, on a vraiment un marché auquel il faut répondre et créer des entreprises, répondre à des besoins, des problématiques. On retient, Doris Nolnayak, de votre intervention que l'entrepreneuriat, ça peut être également une solution pour celles et ceux qui se sentent la force, ou en tout cas qui sont bien accompagnés, et aussi la Caraïbe. Et c'est vrai ça a été un peu le fil conducteur de cette conversation, la position géographique et géostratégique de la Guadeloupe dans cet arc caribéen, américain. C'est une chance, peut-être, comme disait Nadège Saha, se décloisonner, ouvrir l'horizon des possibles, ne pas tout le temps se dire qu'on va rester en Guadeloupe pour travailler entre soi, mais qu'on peut être basé en Guadeloupe et travailler, voyager, cette mobilité caribéenne et internationale. Audrey Joachim, ça vous parle? Oui, mais totalement, parce que je pense que c'est une source d'inspiration, en fait, une source de diversité, une source d'idées, car ma vision de la Caraïbe, c'est la Guadeloupe, mais en plusieurs formats, en plusieurs administrations, avec différentes peut-être priorités, mais ça permet en fait d'avoir une espèce d'idée de ce qui se passe sur des territoires similaires. Donc qu'est-ce qui se passe en fait sur des territoires qui nous ressemblent, qui ont les mêmes réalités, les mêmes challenges, et puis une culture également de base commune. Donc à mon avis, je pense que ça ne peut être que par là qu'on puisse également se projeter en termes de connaissances et d'apports pour son pays et pour soi. Aller voir sur ces modèles. Et on a reparlé, moi, de la culture. Vous avez fait référence à Serena Williams. Moi, je suis une fan de tennis, donc elle m'a suivie depuis toute ma vie. Et donc la communauté noire américaine, ça m'a toujours aussi un peu fascinée de voir comment ils arrivent à vivre en communauté, en fait. Donc, voilà, comment est-ce qu'on arrive à se lever, lift up, à se lever ensemble. C'est peut-être ce qui nous manque, effectivement, parce que dans le système français, le mot communauté, c'est un gros mot. C'est un gros mot, ouais, c'est ça. Donc peut-être qu'on se l'approprie. On l'a, hein, et pourtant on l'a dans notre cœur en fait, hein, je le sens, mais donc comment est-ce qu'on l'applique pour qu'on se donne une force. Donc, et effectivement, moi ça me fait plaisir quand je vois des initiatives comme Alévini, parce que quand je rentre, moi je me suis sentie seule. Hein. Je me suis sentie seule, mais seule par rapport peut-être à mon profil, un peu extraterrestre. Ensuite, qui est là, qui va me comprendre, qui va également... Surtout qu'on est longtemps passé pour des enfants gâtés, cette génération, quand on voulait rentrer au pays, qu'on nous disait non,
c'est juste que tu n'as pas les codes culturels, tu sais pas comment le pays fonctionne, que tu es resté trop longtemps à l'étranger. Oui, alors qu'en fait, j'ai envie de valoriser ce que j'ai, c'est une force, j'ai envie de le garder. J'aime mon pays, mais j'ai aussi envie de garder ces autres cultures que j'ai eues. J'ai envie de continuer à les appliquer. Comment je fais? Qui me comprendra? Qui a envie de l'entendre? Qui va m'aider également? Parce qu'en fait, oui, à l'aide. Et moi, j'adore crier à l'aide, d'accord? Franchement, j'adore le coaching. Je pense qu'il faut le faire. Et quand je suis entrée, sur le coup, je me suis dit, bon... et je suis restée, ça a pris 1 an pour que en fait, je m'ouvre. Je suis allée à Guadeloupe Tech. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant pour m'intégrer? Voilà, la communauté, quoi. C'est important ce que tu es en train de dire, et ça me fait penser pareil. J'étais dans le même état d'esprit en sortant de la République dominicaine, et précédemment, avant, en sortant de Trinidad. C'est que quand tu sors d'un pays caribéen où voilà, tu as été bercé un peu par toute cette façon de fonctionner, cette façon de vivre, quand tu arrives ici, tu te dis, mais qui tu dois contacter? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment? Et c'est vrai que tu te sens complètement seul. Et pour revenir sur cette question de l'importance du bassin caribéen, on a souvent tendance à considérer la Caraïbe comme étant des petits territoires pauvres qui ne sont pas là pour nous inspirer. Et pour avoir justement, j'ai 2 masters en coopération, donc la question de la coopération, c'est vraiment mon dada. Et je me dis, mais ces pays-là ont tellement à nous apprendre quand on y va, toutes les dynamiques qui peuvent se mettre en place, rien que par rapport au carnaval, par exemple. Dernièrement, je regardais ça, je me dis, mais même dans un carnaval hispanophone en République dominicaine, on retrouve en fait des similarités avec notre carnaval, nous en Guadeloupe, qui est pareil, hein, assez diversifié. Et je me dis qu'il y a tellement de choses à faire autour de ces questions du carnaval, de ce patrimoine culturel immatériel qui nous berce, de la jeunesse aussi, la jeunesse aussi, la politique jeunesse. Ça a été mon cheval de bataille pendant plusieurs années. Et je me dis, il y a tellement de choses à faire et qu'on doit arrêter de considérer la coopération comme du simple tourisme, en fait. Ouais. On doit aller au-delà de ça. Ces territoires-là ont beaucoup à nous apprendre, comme nous, on a beaucoup à apprendre d'eux. Et au-delà donc de se dire qu'on va peut-être adhérer à telle ou organisation, qu'on va aller faire telle ou telle action ponctuelle avec tel ou tel organisme, on doit s'inscrire véritablement dans la durée et aller sur vraiment des actions qui rapportent en fait au territoire, au-delà de se dire je vais aller dans tel ou tel pays, ça va me permettre de découvrir un peu comment ils mangent, comment ils font ci ou ça, mais d'aller vraiment dans des actions beaucoup plus structurantes. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser en fait cette question de la coopération caribéenne qui est vraiment nécessaire pour le développement de notre île, mais aussi pour tous les enfants en fait, hein, qui soient baignés en fait dans cet univers-là, et qu'on ne considère pas nos voisins caribéens comme étant juste des moins que rien, qui ne peuvent rien nous apporter parce que eux sont plus petits que nous, en se disant que nous on est plus grands, on est européens, donc on a plus de richesse. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ces questions-là. Mais complètement d'accord. Je n'ai jamais été aussi à l'aise professionnellement que quand, tout en restant basée en Guadeloupe, je pars dans la Caraïbe. Oui. Alors, comme on dit chez nous, parole qu'amène parole. Il y a tellement à dire sur cette thématique, mais j'aimerais quand même qu'on puisse terminer avec un mot positif. Et on va commencer par Doris, et je ferai le tour de table avec chacune d'entre vous. Si vous aviez une raison à donner pour dire que le retour au pays pour les jeunes, ça peut être une réussite, quelle serait-elle ? Alors moi je crois que justement comme on a dit, il faut créer son monde, il faut façonner les choses à sa façon et ne pas retenir uniquement les obstacles. Moi effectivement je suis rentrée, j'ai eu l'expérience que j'ai eue, il y avait des côtés positifs, il y a des côtés négatifs qui m'ont donné envie de repartir un peu. Je suis repartie mais je suis restée à côté et j'ai quand même une activité immatriculée là-bas et j'ai quand même des clients aussi en Martinique. Donc comme quoi ça n'empêche pas de rentrer, de revenir, de repartir. Enfin, ce sont des étapes de vie, donc il faut juste le prendre comme c'est là. Si vous sentez que c'est le moment pour vous de rentrer, vous êtes dans cette transition, n'hésitez pas et vous verrez où ça vous mènera. Et puis surtout, entourez-vous de personnes qui partagent cette vision et qui sont de véritables ressources. Alors, Laura Villocine, de votre côté, une raison qui ferait que le retour au pays serait une réussite, ce serait laquelle pour vous ? J'aurais dit, on a besoin de vous, on a besoin de compétences ici, il y a tout à faire. Moi, je parle parce que je suis entrepreneur. Il y a
on a besoin de pas mal de choses. On exporte une bonne partie de ce dont on utilise ici. Et voilà, j'aurais dit, on a besoin de vos compétences sur le territoire pour le développement. Parfait. Audrey Joachim, pour vous qui êtes à l'international, cette raison serait laquelle? La raison, c'est plus on sera nombreux et plus on réussira. Parfait, super. Alors, Laurence Jacobi-Coali, parce que j'allais dire Allez-Vini. Laurence Allez-Vini, on vous rebaptise. Cette raison serait laquelle pour vous? Moi, ce serait l'impact. Ouais. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est vraiment l'impact qu'on peut avoir. On est en territoire... on a un petit territoire et je trouve que quand on fait des choses, on voit l'impact que ça a sur les gens concrètement. Avec Allez-Vini, on a accompagné des centaines de personnes. On voit que ces personnes ont réussi maintenant à revenir au pays et je trouve que c'est magique en fait. On compte en fait dans l'ordre du monde. Extraordinaire, voilà. J'adore ça, on compte. Nadège Saha, on finit avec vous, une raison. Se faire confiance. Se faire confiance donc en soi, confiance en soi, avoir la capacité d'atteindre en fait un certain nombre d'objectifs et se faire confiance pour réussir ce retour au pays en notant encore une fois, peut-être que je parle comme quelqu'un qui est un peu illuminé, mais se dire que on peut y arriver en fait en se faisant confiance, en arrêtant d'être bercé par ces pensées limitantes. Faisons-nous confiance, avançons et puis ne considérons pas que cette question du retour au pays est une difficulté insurmontable. Très bien. Bien sûr, ces bonnes paroles, on va finir cette émission avec ces excellents cookies américains que Laura Villossi nous a apportés. Et je vous dis pas, le parfum de ce truc, c'est pire que de la drogue. On a attendu ça pendant toute l'émission. Et je vois Mario, notre coproducteur, qui rigole déjà. Je sens que ça va être Byzance après la fin du tournage. Mais en tout cas, mesdames, messieurs, merci pour votre confiance. Et merci à vous, mesdames, Doris aussi par Skype, d'avoir participé à ce format spécial des experts au féminin, en espérant que les décideurs et que monsieur et madame tout le monde vous auront entendu ce soir et bien après. À très vite pour les experts au féminin.